La bibliothèque d'Éphèbes était, avant son incendie, la deuxième plus grande du disque. Une bibliothèque si grande qu'elle déformait la réalité et ouvrait des portes sur toutes les autres bibliothèques dans l'espace et le temps. Il ne faut pas conserver les livres trop près les uns des autres, sinon ils déclenchent entre eux des réactions étranges et imprévisibles. Bonjour et bienvenue dans ce 9e numéro de Jet d'initiative, un numéro où on va parler des bibliothèques. La bibliothèque pour les rôlistes, c'est un trésor, c'est là qu'ils amassent tous leurs livres précieux qui vont leur servir pour leur partie. C'est une source évidemment d'inspiration, c'est là qu'on va aller puiser tout ce qui va nous permettre de créer des scénarios. Et puis c'est un refuge, c'est l'endroit où on est bien, où on a son fauteuil, où on va lire tranquillement des livres. Et si on a ce livre-là, c'est aussi un lieu de musculation. J'ai quand même posé la question aux gens de savoir quel est leur rapport avec leur bibliothèque. Et vous allez voir, c'est intéressant. Avec ma bibliothèque, c'est plutôt cordial, on s'entend assez bien. C'est vrai qu'on se parle pas beaucoup, mais du coup, j'entretiens de bons rapports. Je passe à côté d'elle quand je rentre le soir, je passe à côté d'elle quand je sors. Je pense que c'est un peu ma fierté et mon meuble préféré avec mon lit. Alors pour moi, c'est un havre de bonheur, car en fait, elle héberge de nombreuses portes vers des mondes extraordinaires. C'est aussi la somme de tout ce qui me traverse à travers la tête, et une source d'inspiration sans fin. Alors ma bibliothèque et moi, on s'aime beaucoup. Dans un sens, nous sommes complémentaires. Nous sommes tous les deux gourmands de livres, nous ne sommes jamais rassasiés. Quand bien même les étagères sont pleines, j'arrive toujours à retrouver de la place. D'ailleurs, comme tu vois, juste au-dessus, il y a une petite place là, il y a un petit espace. Ça, c'est réservé à d'autres jeux de rôle qui vont arriver et d'autres livres aussi. Voilà, j'aime beaucoup regarder les livres. Chaque fois que je regarde la tranche d'un livre, je m'évade, je voyage, je m'imagine quelque chose. Bref, c'est un peu mon petit havre de paix où je peux m'évader avec un sourire béat sur le visage. Je la martyrise, je suis désolée d'être profondément sadique avec cette pauvre bibliothèque car elle va bientôt exploser. Car j'adore les livres, je suis une énorme dévoreuse de bouquins. J'adore ça, j'adore sentir l'encre sur des feuilles nouvellement imprimées, enfin j'adore lire. Cher Jean-Jérôme, je sais tout. Quel lien entretenez-vous avec votre bibliothèque ? Ah, c'est une question très indiscrète. Mais je vais tout de même vous répondre et vous dire que j'entretiens un lien affectif très fort. Ma bibliothèque, c'est un véritable refuge. Mes jeux de rôle, mes bandes dessinées, mes romans se côtoient. Je passe tous les jours devant, j'attrape souvent un livre et je relis un passage. Ça me fait beaucoup de bien. Couper, c'était complètement nul. Ouais. Je pense qu'avec une marionnette... avec une marionnette, ça aurait été vachement mieux. En fait, je suis un gros malade mental qui passe son temps à ne pas oser y toucher de peur de l'abîmer. Donc au final, je passe pas mal à côté des œuvres et c'est pour ça que je les achète souvent également en PDF pour pas abîmer mes œuvres papier. Je suis essentiellement un collectionneur. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Enfin, j'en ai de moins en moins avec les enfants, la vie trépidante qui est la nôtre. Du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer. Et par contre, j'ai toujours envie de pouvoir avoir l'occasion de jouer. Du coup, j'accumule beaucoup. Je suis très conservateur, j'ai du mal à me séparer de bouquins. À la maison, il y a, on va dire, 5 zones où il y a des bouquins qui sont rangés. Il y a un côté objet dans chaque bouquin. Il a une petite histoire, il a un contexte dans lequel il a été lu, il a avec qui je l'ai partagé. Donc, je dois avouer que je crois que j'ai un petit côté collectionneur où j'aime beaucoup justement accumuler des livres que j'apprécie beaucoup lire pour le plaisir de lire et d'en apprendre plus sur les intentions justement de l'auteur sans nécessairement toujours tous les jouer. Fait que j'entretiens surtout une relation, c'est ça, je pense, de collection avant tout. Même si je suis très content des fois de redécouvrir en fait des jeux que j'avais oubliés, que j'avais dans ma bibliothèque. Comme vous pouvez voir en arrière, j'en ai beaucoup que c'est des tout petits ouvrages.
Alors moi j'aime beaucoup les bibliothèques, j'aime beaucoup ma bibliothèque, mais surtout j'aime les bibliothèques en tant que lieu, en tant qu'architecture, en tant qu'espace où on va faire des rencontres, où on va trouver, où on va perdre et se perdre. Ce sont des endroits que j'adore voir exploiter et que j'adore retrouver dans la fiction et dans la vraie vie. J'aime bien me planter devant, le regard un peu dans le vide, et puis avoir un œil qui traîne pour tomber sur un bouquin. Se laisser surprendre ou passer des heures à chercher un truc pour tomber sur autre chose au final. Les livres, c'est ce qu'il y a de plus ancien dans ce qui nous accompagne. Et c'est comme ça que je vois ma bibliothèque. C'est mon passé, c'est mon présent, mon futur, avec tous les livres que j'ai pas lus, que je ne lirai certainement pas d'ailleurs, je pense. On se rappelle toujours de où on était quand on a lu ce livre. On se rappelle qui nous l'a offert. On se rappelle énormément de choses. Et ce sont ces petites choses qui sont rangées dans cet objet, de cette grande bibliothèque un peu immuable, ce grand musée de ce qu'on a été, le fil rouge de notre existence. Ma bibliothèque, enfin mes bibliothèques, on se comprend, c'est un mélange entre un résumé de ma vie et mes centres d'intérêt du moment. Dedans, il y a des livres qui comptent énormément pour moi. Alors, ils n'ont pas forcément une valeur sentimentale, mais c'est des ouvrages qui ont construit mes goûts, qui m'ont véritablement apporté quelque chose. Je réorganise assez régulièrement le contenu de mes bibliothèques. Imaginons que je tombe amoureux d'un univers ou d'une thématique. Il y a de fortes chances pour que la bibliothèque se remplisse d'ouvrages en rapport avec ça. Du coup, comme la place n'est pas extensible à l'infini, il y a souvent pas mal de bouquins qui se retrouvent au fond des placards. Et voilà. Mais après, ils peuvent revenir dans la bibliothèque quand même. Très très vite, c'est le jeu de rôle qui a orienté tous mes achats de livres. Bande dessinée, livres thématiques, romans. À chaque nouveau jeu de rôle, j'achète des nouveaux livres qui s'empilent. Certains sont lus, d'autres à moitié, d'autres pas encore lus du tout. Et donc c'est une bibliothèque qui a envahi la totalité de la maison. Moi, ma bibliothèque, c'est ce qui me permet de répondre à certaines de mes questions et de m'en poser beaucoup d'autres. J'ai plein de livres, peut-être un peu trop, avec des sujets un peu trop spécifiques. Mais en tout cas, c'est une partie des connaissances que j'aime transmettre, que j'aime recevoir. Alors, ma bibliothèque et moi, c'est un rapport assez bordélique. Disons qu'il y a un peu de tout dedans, mélangé selon les coups de cœur. Elle n'est pas énorme, parce que j'ai pas un gros budget pour acheter des bouquins. Par contre, j'ai une bibliothèque virtuelle assez impressionnante, avec pas mal de jeux téléchargés dans des bundles, dans des versions PDF. Et du coup, j'aime beaucoup mes bibliothèques virtuelles et réelles. J'aime bien les regarder pour me rappeler des jeux que j'ai. J'aime bien rejouer à des jeux auxquels j'ai pas joué depuis longtemps. Le rapport que j'ai avec ma bibliothèque se tient en 2 points, le vide et le virtuel. Ma bibliothèque physique est très réduite. Aujourd'hui, j'ai vendu quasiment tous mes livres, car je me déplace énormément, encore aujourd'hui, à faire des déménagements. Et donc, je ne peux plus m'encombrer de livres physiques. Et d'ailleurs, comme je lis beaucoup plus en virtuel sur l'ordinateur et que je joue aussi en virtuel, c'est plus en accord avec ce que j'ai. J'entretiens un rapport très affectueux avec ma bibliothèque parce qu'elle me définit de la manière la plus capitaliste qu'il soit, c'est-à-dire parce que je consomme. Donc j'ai mon petit rayon sur le féminisme, mon rayon sur l'anticapitalisme, oui les paradoxes tout ça, et bien sûr mon rayon jeu de rôle. Ma bibliothèque c'est un crève-cœur. Comme tout le monde, j'ai accumulé beaucoup plus de bouquins que je ne suis capable de faire jouer, voire même de lire. Mais je me rends compte que j'ai plus besoin de compléter ma gamme. Arrivé à un certain âge peut-être, à un certain volume de bouquins, je pense que ça fait très longtemps que j'ai plus acheté de bouquins de jeux de rôle en tant que tel, sauf vraiment des choses qu'on m'a conseillées. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sortent et qui donnent envie. Je suis en train de faire beaucoup de tri. Je suis en train de passer du Tsundokuka compulsif qui accumule énormément de livres sans les avoir forcément lus à celui plus dans ce que je voudrais être, à savoir un adepte du livre du thé d'Okakura Kazuko. Donc je suis en train de faire une sélection, de lire les livres qui sont dans ma bibliothèque parce que tout ce qui est là par exemple n'a pas été lu. Ça faisait partie intégrante de mon décor. Et puis j'ai évolué.
en me disant en fait que la majeure partie des livres qui étaient présents dans mes bibliothèques, en fait, j'y revenais pas. Ça me donnait l'impression de vouloir en jeter plein les yeux aux autres en mode « Regardez tous les livres que j'ai et que j'ai lus ». J'ai vidé mes bibliothèques. J'ai très peu de livres, on va dire, disponibles dans la pièce à vivre. Et ils sont tous rangés dans une pièce, en fait, qui est un endroit qui m'appartient. Et c'est un peu comme un refuge qui m'est propre. J'aime ma bibliothèque, j'aime la voir se remplir, j'ai arrêté de stresser parce que je sais que je ne pourrais pas jouer à tout ce qui est dedans, peut-être un cinquième de ce qui est dedans. Et concrètement, quand je la regarde, je me dis non, mais elle est remplie, mais c'est pour le boulot, et puis je rigole. Je feuillette, je papillonne, des fois je lis que l'univers, des fois je lis que les règles, mais bon, concrètement, c'est pas grave. Pour moi, ma bibliothèque de jeux de rôle, c'est plutôt un cimetière, c'est-à-dire que c'est des livres que j'ai lus ou pas. Il y en a qui sont certains qui sont mornés. Et en fait, ça me sert pas à grand-chose parce que même si j'aime bien lire parfois la première fois le jeu sous forme de livre, la plupart du temps, après, ça va être que du picorage et je vais le faire en PDF. Et puis, il y a aussi beaucoup de livres, mine de rien, que j'ai lus en PDF avant de les avoir reçus en physique puisque c'était des Kickstarter, tout ça. Donc ouais, des fois, je me dis, c'est un peu du papier pour rien. La bibliothèque, elle est dans une pièce un peu à part chez moi et j'ai pas de relation particulière avec elle. Elle est là, je pioche dedans, ma fille peut piocher dedans aussi, les amis peuvent piocher dedans et puis voilà, je mets ce que j'ai dedans. Et puis point barre. Voilà. La bibliothèque, c'est un lieu, c'est une espèce d'objet de fierté, d'orgueil. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu toutes les vidéos de rôlistes, ou même toutes les vidéos de gens qu'on interviewe, bien souvent, ils se filment devant leur bibliothèque. C'est pas simplement pour se la péter, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a envie de montrer, puis c'est l'endroit où on est bien, et généralement, elle est placée dans la pièce de loisirs, celle où on filme les vidéos. Ça peut pourtant devenir une espèce de cimetière des éléphants où on crevait les bouquins, qu'on ne lira jamais. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas trop. Alors c'est aussi, surtout, un refuge, c'est l'endroit où on est bien. Il y a des gens qui vont dans leur bibliothèque, et moi le premier, pour passer un bon moment, un moment de tranquillité, de sérénité. Parce qu'on est tout seul avec le livre, on est tout seul avec ce qui se passe dans le livre. Et puis, finalement, ce qui ressort aussi, c'est que la bibliothèque, ça prend de la place. Les livres, ça prend de la place. Mais il y a des gens qui ont quand même trouvé des solutions qui consistent tout simplement à lire sur des supports numériques. Ça peut être une liseuse, ça peut être un iPad, ça peut être son ordinateur, tout simplement. D'autant qu'on trouve énormément de jeux de rôle aujourd'hui qui sont publiés directement en PDF et qui ne prennent donc pas de place. Alors moi perso, je préfère jouer avec un livre, mais quand il s'agit simplement de lire le jeu, j'aime bien le lire effectivement en PDF aussi. 22, 23. Marie Kondo, elle a dit qu'on n'avait pas besoin de plus de 30 livres dans sa bibliothèque. Bon là, rien qu'avec les Dylan Dog, j'en ai 40. Mais c'est pas grave parce qu'en dessous, il y a la place pour plus. Alors, on n'a pas besoin de 30 livres, mais des fois, on a envie d'avoir plus que 30 livres, parce que les livres, c'est aussi quelque chose qui nous rassure. On est entouré de cette espèce de cocon de bouquins, et ça devient une richesse, et puis quand on achète un meuble, il faut le remplir. Alors, Umberto Eco, lui, il avait 30 000 livres dans sa bibliothèque. Pour Umberto Eco, il y avait deux sortes de personnes. Ceux qui lui posaient la question « Mais tous ces livres dans votre bibliothèque, vous les avez lus ?» Et ceux qui comprenaient qu'une bibliothèque, eh bien, c'est une ressource. C'est un endroit où on peut aller piocher parfois une seule ligne dans un bouquin pour nous donner l'inspiration. Simplement, c'est un ensemble de choses qu'on va consulter de temps à autre. Et Umberto Eco avait développé le principe d'anti-bibliothèque. Une anti-bibliothèque, c'est la bibliothèque qui se compose des livres qu'on n'a pas encore lus, les plus importants, ceux qui contiennent les choses qu'on ne sait pas encore. Il faut un village pour élever un enfant, et il faut une bibliothèque pour élever un rôliste. Parce que une bibliothèque, ça contient des mots, et les mots, c'est ce qui nourrit les rôlistes, c'est ce qui nourrit le jeu de rôle, et c'est justement ce dont va nous parler Christian Grussy, l'auteur d'Archéos, qui va sortir bientôt en financement participatif. Alors en fait, non, la principale source, je crois que c'est les récits d'aventure de la fin du 19e siècle, qui sont en fait la source même du genre. Parce que tout le monde allait puiser là-dedans à la base. C'est quoi en fait la fin du 19e siècle? C'est Rider Haggard, avec notamment Allan Quatermain, tout le cycle de Elle, enfin Elle qui doit être obéie, qui est composé de 5 romans.
On a du Wells, on a du Conan Doyle avec par exemple Le Monde Perdu, bon, même si c'est début 20e, enfin voilà, c'est une période de toute façon qui se chevauche pas mal. On a de l'Abraham Merritt, etc. Et après, de manière, enfin, bien évidemment, sans oublier Sax Rohmer avec Fu Manchu, qui est sans doute l'inspi pulp majeur qui a marqué complètement toute la littérature derrière. Henri Verne s'est totalement calqué sur Fu Manchu pour créer L'Ombre jaune, par exemple. Je me suis réintéressé vraiment à tout ça à la base. On a toujours une grande marge de manœuvre pour pouvoir justement puiser dans toutes ces références et faire à peu près ce qu'on veut avec. Dans le cas du pulp, c'est typique, c'est-à-dire, ouais, on a envie de balancer un repère de grands méchants situé en Antarctique, sur une montagne au Pérou. On s'en fout de l'aspect réaliste du truc. On va puiser dedans, c'est pas parce que, je ne sais pas, par exemple, Abraham Merritt a dit, ah bah tiens, il y a un abîme qu'on va aller explorer au Pérou, machin, etc., qu'il faut absolument qu'il soit présent. Non, on va juste s'en inspirer. De même, c'est pas parce que Conan Doyle a créé un monde perdu situé quelque part au Brésil qu'il faut absolument respecter ça. Je pense que le principal, c'est de respecter l'esprit. On est vraiment, on est sur un principe de mouvance globale d'un genre. Et donc de retrouver ça, c'est ça qui est sympa en fait. C'est pas de se dire tiens, il y a telle référence, machin, on n'est pas dans un fan service ou etc. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se dire ouais, il y a plein de trucs et j'ai envie de faire plein de trucs avec. Et c'est là qu'on a toute la richesse d'un livre qu'on va appliquer ensuite dans une partie. Dire oh tiens, il y a tel personnage qui est trop bien dans tel livre. Et ben voilà, on s'en inspire. On n'est pas obligé de prendre la référence en tant que telle et de respecter. Sinon on casse en fait au final le côté vivant, le côté improvisation qu'il y a dans une partie. L'essentiel, c'est de s'approprier les choses. En fait, tout le monde fait ça. Tu prends tous les cinéastes, tous les auteurs, etc. Ils s'approprient les choses. C'est le principe de l'éponge. Je m'imbibe de plein de trucs, je me nourris, je remixe tout ça, et hop, j'en fais quelque chose. Et c'est le principe même de la création. Et je crois qu'autour d'une table, si on n'est pas créatif, bah, il manque un truc. Je dirais que dans n'importe quel jeu, quel qu'il soit, le verbe est essentiel. Ne serait-ce que pour une raison simple, c'est un vecteur. C'est le vecteur de communication. Dans un livre, lorsqu'on lit un livre, on a ce même vecteur qui est le mot. On va apprendre des choses au travers des mots, on va enrichir son vocabulaire, découvrir des choses. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un Bob Moran. Bob Moran, c'était à la base de la littérature jeunesse. Dans certains Bob Moran, il y a des moments, quand je les ai lus, je me dis « Oh, stop, mais c'est quoi ce putain de mot ?» Il a écrit des livres pour des gamins de 12 ans, et « Oh merde, attends, je connais pas le sens exact de ce mot, je vois pas exactement ce qu'il veut dire. » Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que même dans un livre jeunesse donc qui date là des années 60, tu es capable de découvrir des choses. À partir du moment où tu découvres des choses, tu t'enrichis. Et donc, ça enrichit une partie que tu vas faire autour de la table. Alors, le verbe, c'est essentiel. C'est ce qui fait l'essence même d'une partie, puisque l'échange, il est avant tout vocal. Donc, c'est super important. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que moi, j'ai beaucoup basé la mécanique d'Archéos sur les mots-clés. Le mot, c'est ce qui fait tout. On pourrait même dire que à partir du moment où tu connais le vrai nom de quelque chose, tu as pouvoir dessus, comme le disait Ursula Le Guin dans une saga bien connue. À partir du moment où tu sais nommer les choses, tu peux les définir et tu donnes du sens. Et donc, ça, c'est important. Il y a un truc qui est absolument génial avec le verbe, c'est quand on est gosse, on se raconte des histoires. C'est le principe, en fait, du feu de camp. On se raconte des histoires à se faire peur. Bon, on se raconte aussi des histoires dans sa tête, quand on est tout seul. Mais quand on est entre potes, on s'invente des trucs. Et en fait, le jeu de rôle, c'est exactement ça. On va raconter à l'autre quelque chose qu'on a en tête et on va le partager. Et créer ça, c'est créer un moment exceptionnel, au final. C'est ça, les souvenirs qu'on se crée. Le verbe, c'est le vecteur du jeu de rôle. Quand on joue au jeu de rôle, on peut enlever les dés, on peut enlever la table, on peut enlever tous les accessoires, on peut même enlever les autres joueurs. Vous pouvez jouer au jeu de rôle tout seul. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est le verbe, la parole, la transmission du récit par des mots. Et ces mots, ils sont importants et c'est intéressant d'aller les chercher dans des livres. Parce que par exemple, pour décrire un lieu, pour décrire une montagne, une forêt, une pièce, eh bien, on ne va pas trouver ces descriptions-là dans des films ou dans des œuvres visuelles, puisque les œuvres visuelles n'ont pas besoin de raconter les choses, elles les montrent. Vous êtes tenu de montrer les choses par le verbe, et donc
c'est important de se renseigner pour connaître le nom des choses. Le nom des choses, c'est important. Et puis, ça permet aussi de développer une sorte de style. On a, par exemple, dans des ouvrages du Grumpf, ça a été un des premiers en France à proposer des listes de mots pour faire des descriptions, avec par exemple des mots associés aux odeurs, aux couleurs, des mots associés à la tanière d'un dragon, à un château, etc., etc. Et les mots, non seulement ils ont un sens, mais ils ont réellement une atmosphère, et ils ont un type, ils typent votre récit. Par exemple, si je vous donne le mot indicible ou non euclidien, ça vous fait penser à personne ? D'ailleurs, l'inspiration littéraire, c'est quelque chose qui est à la source de tous les jeux de rôle. C'est ce qu'on trouve par exemple dans la fameuse annexe N ou l'appendice N du premier jeu de rôle, où les auteurs recensaient toutes les œuvres littéraires qui les avaient inspirées. Et aujourd'hui, c'est devenu une tradition de nommer toutes les œuvres qui ont inspiré tel ou tel jeu de rôle. Alors, il y a les mots qui nous inspirent, qui nous permettent de transmettre des choses, mais quelque chose de très fort aussi, ce sont les images. C'est pour ça que les illustrateurs, les illustrations de jeux de rôle, c'est vraiment très important. Et moi, un illustrateur que j'aime beaucoup, c'est Johan Egerkrans. Quand j'avais 6 ans, j'ai lu un livre qui s'appelait Les monstres. Il était rempli d'illustrations effrayantes et sanglantes de monstres issus de tous les folklores et aussi du cinéma. Par exemple, il y avait des illustrations de Frankenstein, de la momie, de l'étrange créature du lac Noir et même un loup-garou qui me foutait complètement la trouille. C'est de là que vient ma passion des bestiaires et je me suis donc intéressé à énormément d'illustrateurs français comme Pascal Moguerou ou britanniques et américains comme Alan Lee, Brian Froud et récemment à Johan Egerkrans qui est un de mes chouchous. Il a publié plusieurs bestiaires en Suède, des bestiaires. Le premier s'intitule Väsen parce qu'il est consacré à ces créatures, les Väsen, les créatures mythiques du folklore scandinave. Ce livre a donné lieu d'ailleurs à un jeu de rôle que je trouve absolument excellent et qui est toujours rempli des illustrations splendides d'Egerkrans. C'est un style très marqué par les ombres, par la couleur, par des traits très épais. On y trouve des créatures qui sont à la fois magnifiques et parfois grotesques. Il y a aussi un petit peu dans cette mise en couleur, dont justement les proportions démesurées des créatures et des personnages, quelque chose qui me rappelle un petit peu le Bisley de Slane. Egerkrans a publié plusieurs bestiaires, donc il y a le Väsen, il y a aussi celui consacré aux morts vivants, un bestiaire sur les dragons, un autre sur les dieux des Vikings, et je vous recommande tous ces ouvrages parce qu'ils sont magnifiques et c'est une source d'inspiration extraordinaire pour vos parties. On a entendu des mots, on a vu des images, et maintenant il est temps de parler de vos livres à vous, ceux que vous aimez bien. Alors j'ai interrogé plein de rôlistes sur le livre qu'ils conseilleraient à un rôliste, et vous allez voir, on a plein de résultats vraiment très sympas. Si vous avez une idée de livre à conseiller aux rôlistes, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous donner cette inspiration. Et puis, n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour voir les prochains épisodes de Jet d'initiative. Pourquoi conseiller un livre? Mais c'est impossible de conseiller un livre. Voilà, ça va dépendre du lecteur, de ce qui... Voilà, non, pas possible. Achetez le livre du maître de Donjons et Dragons, afin qu'on puisse devenir les rois et les reines du monde. On manque de maîtres de jeu, ce monde entier manque de maîtres de jeu. S'il y a un livre que je conseillerais aux rôlistes en bibliothèque, ce serait Maze of Bloom Desert de la gamme Lamentation of the Flame Princess. Celui-ci, c'est un donjon labyrinthique poétique, avec des PNJ hauts en couleur, un écosystème, plusieurs factions. Et en fonction de vos joueurs, chaque partie sera vraiment différente.
Ça va faire bizarre, c'est Smallville, c'est le jeu de rôle qui est sorti pour le Superman des années 90. Parce que c'est un jeu qui permet de jouer du drama. C'est les caractéristiques qui déterminent le personnage et qui déterminent les dés qu'on lance, ce sont les valeurs, l'intérêt pour la justice, pour l'ordre, pour l'esthétique, et c'est ce qui permet d'avoir à la même table un humain normal et Superman qui peut tout faire et qu'aucun des deux ne s'emmerde. Eh bien, ma réponse va s'arrêter sur Oltré, parce que je vais faire un lien avec une des questions précédentes qui portait sur l'OSR. Oltré est selon moi un OSR avant son heure. C'est un jeu francophone qui a une bonne réputation en francophonie, et selon moi, le revoir et le réétudier et voir un peu les comparatifs en lien avec le mouvement OSR moderne, ça permet de faire des liens entre les deux et de peut-être faire tomber des idées préconçues qu'on peut avoir en fait sur l'OSR. Sans hésiter, Channel Fear. La raison, c'est que Channel Fear, je l'ai fait essayer à des débutants, des gens qui jouent au jeu de rôle pour la première fois, et à des vétérans. Et dans les deux cas, ça s'est toujours très très bien passé. En tant qu'expert du jeu de rôle sur la table, quel livre de ta bibliothèque conseillerais-tu aux rôlistes ? Ah, Oltré encore et toujours. C'est bourré de conseils pour préparer vos parties efficacement et jouer rapidement. Mais aussi, et surtout, il y a plein d'astuces pour redonner la parole à vos joueuses et vos joueurs, à favoriser et soutenir l'improvisation et à rebondir sans cesse en jouant. Coupé, je sais ce que tu vas dire. Je suis d'accord. J'aurais dû parler des 1000 marches avec une marionnette. Le livre que je conseillerais aux rôlistes, c'est le livre de Baptiste de Héros et Dragons. C'est un livre dans lequel on trouve plein de plans qui pourraient servir de donjon ou de support à des aventures. Il y a à chaque fois 4 pages, une qui présente un PNJ principal avec ses caracs, une qui présente le bâtiment de l'extérieur et une qui présente le bâtiment de l'intérieur avec le plan isométrique. Et ce que je trouve génial dans ce bouquin, c'est qu'il y a des petites pistes d'aventure à inventer avec les bâtisses. Et en fait, j'aime bien le fait de partir du bâtiment existant pour créer toute une histoire qui va autour. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Moi, je vais citer plutôt Dirty MJ de John Wick aux éditions Arcane Asylum. Ça, c'est un petit concentré des petites astuces qu'on peut trouver quand on est MJ et sur lesquelles il serait bon de réfléchir pour savoir est-ce que c'est applicable à ma table, est-ce que c'est applicable dans mon style de jeu, est-ce que j'ai vraiment envie d'être une pourriture, ou plutôt exactement, c'est quoi une pourriture et comment est-ce qu'on fait pour tendre vers la pourriture sans être un profond médiocre détrousseur de PJ. Alors j'ai pas vraiment de livre ultime de tous les temps, je sais pas quoi, donc je vais en donner un que j'aime bien en ce moment, c'est Uncharted Journeys. C'est un bouquin avec des tables aléatoires en fait, de rencontres aléatoires. En fait, ce qui est vachement bien foutu, c'est que il y en a pour tous les biomes et surtout pour tous les types. C'est-à-dire que c'est pas des monstres seulement et tout. Il y a vraiment des trucs d'émerveillement, un danger mortel, une rencontre fortuite ou fortuite. Fuyons. Jouer des parties de jeux de rôle de la collection Sortir de l'auberge chez Lapin Marteau. Toute la collection en fait, mais surtout le premier. Pourquoi ? Parce qu'il va donner des idées pour faire du jeu de rôle mieux et plus. Il est de fait très inspirant pour le jeu de rôle en général. Alors aux rôlistes, je sais pas, mais aux meneurs de jeu, aux auteurs, aux personnes qui veulent créer des mondes, créer des univers, j'aimerais recommander un livre qui n'est pas vraiment lié au jeu de rôle, enfin pas directement. C'est The Imagineering Pyramid, donc c'est quand même un livre écrit par Lou Prosperi, qui est un ancien auteur de jeux de rôle, qui a travaillé sur Hearthstone notamment, mais qui dans ce livre s'intéresse à la manière dont les parcs Disney sont conçus et comment le storytelling et l'univers de Disney est infusé dans les parcs. C'est super intéressant et ça donne des perspectives un peu différentes sur la manière de créer un univers tout simplement. Alors clairement, aujourd'hui, je conseillerais Le Monde selon Garp, qui est un grand classique finalement, mais qui propose dans un contexte parfaitement réaliste tout ce qu'il faut de fantaisie, de foutraquitude, oui je viens d'inventer le mot, pour une bonne partie de jeu de rôle et pour une bonne histoire selon moi. John Irving avec Le Monde selon Garp est l'auteur qui m'a fait découvrir qu'on pouvait faire du Pratchett sans faire de la fantasy. Le livre que je conseillerais, ça n'est pas un livre de jeu de rôle, ça serait Le Syndrome Magnéto, qui est un essai du youtubeur Bolchegeek et qui parle de ces méchants de la culture populaire qui ont raison,
pour des aspects politiques et qui est hyper intéressant, qui m'a donné une nouvelle perspective sur les campagnes de JDR et comment créer des méchants super sympas. Le livre que je conseille à chaque fois, c'est Humanité, une histoire optimiste de Rutger Bregman. En fait, c'est un essai qui montre que dans l'histoire, spontanément, contrairement aux idées reçues dans beaucoup de littérature ou dans certains traitements médiatiques, l'homme n'est pas un gros fils de pute et on n'est pas tous condamnés à vivre un petit peu en mode l'homme est un loup pour l'homme, quoi. C'est toutes les fois où l'humanité a fait preuve de bienveillance et moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de lumière dans certains scénarios de jeux de rôle où de suite on propose des trucs hyper dark, hyper chelous. Respirer un petit peu, ça fait du bien. Celui-ci qui s'appelle Monstres fabuleux d'Alberto Manguel, qui est un super bouquin qui nous parle des créatures en amis et qui nous aide à nous mettre dans la perspective des créatures. Et ça fait partie de ces excellents outils pour travailler nos PNJ, nos rencontres. Pourquoi on rencontre les personnages, les créatures, qu'est-ce qui change en nous, qu'est-ce que la confrontation avec eux apporte, et quelle est leur perspective, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'on sort grandi de leur rencontre ou pas. Voilà, Alberto Manguel, Monstre fabuleux. Alors je vais faire un choix qui est peut-être un peu de niche, puisqu'en fait il s'agit de l'art et la science dans Alien, écrit par 4 universitaires en fait qui vont s'intéresser aux dessous scientifiques de cette saga. Alors les auteurs vont explorer en gros 4 axes: l'alien, l'univers scientifique et technologique, la communication humain-machine et le rôle des androïdes, et l'esthétique aussi biomécanique qui est quand même assez particulière dans la saga. Je ne vous spoilerai pas s'il y a une adéquation entre la fiction et la réalité. Je vous laisse le découvrir au travers de cet ouvrage. J'ai pris Neverwhere de Neil Gaiman, scénariste de Sandman, hein, des BD, et puis il a travaillé avec Terry Pratchett sur Good Omens, Bon Présage. Moi j'aime bien le côté, comment l'auteur il amène le fantastique dans la vie de tous les jours. Il y a de l'absurde, il y a de la poésie. Moi j'aime bien ce genre d'histoire. Alors, on va faire un peu particulier en fait, on va pas parler jeu de rôle. Surveillance, donc de Tristan Nitto, qui est le monsieur qui était derrière la fondation Mozilla France, voilà, qui parle de la surveillance numérique. C'est intéressant autant pour sa culture générale, parce que c'est des sujets, quand on connaît pas ces questions-là, là, il est très pédagogique le bouquin. Voilà, mais aussi, même pour sa culture holiste, en fait, quand on fait du JDR, cyberpunk, c'est toujours intéressant de rendre le truc un peu plus crédible sur les possibilités que peut avoir le monde numérique dans une société aussi dystopique qu'un univers cyberpunk. Je vais parler d'Injection. C'est un comics d'anticipation technologique où le monde est bousculé par une IA extraordinairement puissante, où tout le savoir ésotérique du monde lui sert de code source. C'est du Ghost in the Shell, qui serait entré en collision avec du Doctor Who au beau milieu d'un épisode de Supernatural. Quartier lointain de Jiro Taniguchi. C'est l'histoire d'un salaryman qui doit se rendre à un rendez-vous professionnel dans une autre ville, qui se trompe de ligne et qui se retrouve par hasard dans la ville de son enfance. Et il est pris d'un malaise et il s'effondre devant la tombe de sa mère. Quand il se réveille, il est de retour dans les années 60 et là, il se rend compte qu'il est dans son corps d'ado. Et donc c'est aussi une histoire qui est pleine de sensibilité, pleine de délicatesse. Et franchement, à moins d'avoir un cœur de pierre, je pense que vous aurez la gorge bien nouée à certains moments en le lisant. Et si j'avais un livre à recommander, ça va être un livre qui est assez surprenant. C'est Moby Dick de Melville, parce que ce livre a tout. Parce que, 1, c'est un chef-d'œuvre. Parce que 2, on a les défis, on a la folie, on a la folie de la nature, on a la folie de l'homme. Et ce livre est extraordinaire. Je me replonge régulièrement dedans et on se rend compte que c'est aussi en allant chercher dans les classiques qu'on va pouvoir émerveiller notre fantastique. Voilà toutes sortes d'inspirations qui vont vous permettre de remplir le vide qui reste dans vos bibliothèques. Cet espace vide, c'est un espace important dans votre bibliothèque parce que c'est un espace de créativité. C'est la façon dont vous remplissez cet espace ou dont vous espérez remplir cet espace. Ça témoigne de vos souhaits, de ce que vous allez faire par la suite et aussi ça témoigne de vos envies.
de, par exemple, des activités que vous avez l'intention de pratiquer ou des domaines que vous avez l'intention de découvrir par l'intermédiaire des livres. Donc l'espace vide des bibliothèques, c'est important, et là, vous avez de quoi en combler, en tout cas, une petite partie. Alors, c'est important d'aller piocher ces informations et d'aller chercher parfois dans des sources qui ne sont pas rôlistiques. Vous avez remarqué que certains des conseils étaient des conseils littéraires, par exemple des comics ou des mangas, ou même des romans. On a cité Moby Dick par exemple, ou Le Monde selon Garp. Donc ce sont des sources qui sont importantes parce qu'il n'y a pas que dans les jeux de rôle qu'on trouve du jeu de rôle. Le jeu de rôle, lui, il est issu de la littérature, donc ça vaut le coup d'aller remonter un petit peu dans les branches de l'arbre pour voir d'où il provient. Et puis, pour se renseigner sur certains sujets, ça vaut le coup d'aller chercher dans des livres de vulgarisation. Et pour ça, il n'y a rien de mieux, on en parlait avec Jérôme Larrey hier, il n'y a rien de mieux que d'aller chercher dans les livres pour enfants ou pour ados. Dans tous ces livres-là, vous allez trouver, par exemple, vous avez des informations, des schémas, des plans, vous allez trouver des illustrations, des choses très synthétiques qui vont vous permettre d'appréhender très rapidement, par exemple, une période, ou un lieu, ou un pays, ou ce genre de choses-là. Donc c'est là aussi que vous pouvez aller puiser l'inspiration. Et puis, et là je vais activer le mode Jeff Goldblum, votre bibliothèque, c'est un petit peu un outil de nécromancie. Ça vous permet d'aller chercher un petit peu à communiquer avec d'autres personnes, des personnes qui sont mortes des fois, des auteurs qui n'existent plus, mais qui ont humainement transmis quelque chose pour vous et qui font passer ce quelque chose, il passe du livre à vous par l'intermédiaire des mots. Et ça, c'est quelque chose de très important, l'aspect humain en fait que l'on retrouve dans l'écrit et évidemment dans le jeu de rôle par la suite. Alors pour nous parler justement de cet aspect humain et de l'importance que peuvent avoir les mots, eh bien j'ai interrogé l'auteur Gabriel Quiroga, qui est auteur notamment de Warpland et de Hell Knight, et qui sort actuellement un livre, un jeu de rôle en financement participatif. Tes jeux sont vraiment différents, crus et frais. Pourquoi les jeux Zarbi sont-ils si importants pour toi et pour nous? So yeah, I agree. I think that it's important that games are different and that the games that we produce are different. Because games provide an experience. So if that experience already exists, why would you as a player try to delve into it? Why would you as a creator already produce it? You need to bring something different into the world. So finding out what is it and what did our colleagues produce before us, it's a very important part of the process. Investigating. And I think that our responsibility as creators is stretching that boundary. As long as there is a space for movement, for chaos, for creation, for change, for producing something different, it means that the movement itself is alive and the community is alive. So weirdness, which is another word for different, is fundamental. That's where the change and that's where the future is. When you say raw, I think that that's another word for maintaining errors, maintaining mistakes, respecting the creative process, the human creative process. Now, with the future of AI looming over us, I think that we need to maintain and respect the human component of our creations. And a great part of that human component needs to be about respecting error. We need to free ourselves from aesthetics that are too sterilized. We need to see the human hand. Donne-moi un livre à brûler, un livre à emmener sur une île déserte et un livre où se réfugier si le monde se casse la gueule. I don't believe in burning books in any way. I don't believe in censorship. I think that books in the end are stories, they are ideas. And if those ideas created a lot of pain, a lot of problems to the world, then we need to understand them and we need to conserve them
in order to prevent ourselves to fail again in those problems. So erasing them would be a big mistake. That's my take on that. I think that we do not need to feed oblivion. What we need to do is feed consciousness. I would take to an island Thus Spoke Zarathustra from Nietzsche, because I think that's a book that allows a lot of readability. I think that it will be entertaining. If reality collapsed, maybe I would like to go to Hell Knight because I'm a very big 80s fan. Quelle est la meilleure qualité pour un auteur de jeu de rôle? The biggest quality of any author in any industry is being bold, being conscious of your fears and what are your defects, what are your flaws, and using them in your own advantage. Not being scared to go forward and stretch beyond your own fears, your own doubts. I think that a great part of the creative process has to do with relaxation and with just releasing yourself into your own personal flow and your own personal timing. So I think that you need to work for yourself and you need to stop worrying about the other, which is hell, according to Sartre. And I think that you need to just deal with your own demons and attack them, confront them, find out what they are made of. The Black Rainbow Society is the game I am campaigning now. It is a super cool setting that is a sequel to Hell Knight, but it can also work as a standalone. I think that what's interesting about the game is that it has a lot of mechanics that erase the fourth wall, diluting the difference between player and character. So it creates a lot of fun, interesting moments. The lore, the setting, the premise is absolutely incredible. We have been playing it on an ongoing campaign for the last 7 months, every Friday with my playgroup Los Caóticos. I super recommend you check it out, guys, because this game is going to be visually stunning. Quelqu'un a prononcé le mot drépanocytose. Et le jeu de Gabriel Quiroga ne contient absolument aucune référence à la drépanocytose, puisqu'il s'appelle Black Rainbow Society et qu'il est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. Alors, pour conclure, je vais vous parler des remords qu'on peut avoir à avoir une bibliothèque qui est trop remplie, qui déborde, et surtout une bibliothèque qui contient parfois des ouvrages dont on sait qu'on ne les ouvrira plus jamais. Eh bien moi j'ai une solution à vous proposer et je vous encourage réellement à la suivre. Vous savez qu'il existe par exemple des boîtes à livres un petit peu dans toutes les villes où vous pouvez déposer vos livres en surplus, mais il y a aussi des associations de jeux de rôle qui ont parfois besoin tout simplement de jeux. Et vous, peut-être que dans votre bibliothèque, dans votre ludothèque, vous avez des jeux qui traînent, des jeux qui ont une certaine valeur sentimentale à vos yeux, mais qui n'en sortiront jamais plus, et surtout qui ne seront jamais plus ouverts pour créer du jeu de rôle. Et bien moi je trouve que c'est dommage, et je vous encourage donc à aller contacter l'association la plus proche de chez vous, et à donner vos livres en surplus. Ça va faire beaucoup de bien aux associations qui ont parfois très peu de moyens, et puis vous, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que nous les vieux barbus, et les vieilles barbues aussi, on aime transmettre la flamme et il n'y a pas de meilleur moyen de la transmettre que de donner les outils et de dire fais ce que tu veux avec. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réellement transmettre les choses en disant voilà, on vous donne et après nous, hop, on se retire. Mon cœur ? Mon cœur ? Lovecraft chiant. Et voilà,
c'est la fin de ce numéro de Jet d'initiative. Likez, abonnez-vous et au prochain épisode quand j'aurai fini. Attention, c'est parti. Quelles sont tes sources littéraires pour Archéos et pourquoi des bouquins pornographiques? Parce que j'adore ça. Et je suis complètement accro. Elle a dû venir dans cette pierre, puis elle a toute pourrite. Je sais pas ce qu'elle veut. Cette chose ronde que les gars d'université ils ont trouvé dans la pierre et qu'ils ont fait exploser, elle était de la même couleur, toute pareille que les fleurs puis les plantes. Donc, Lovecraft en train de faire parler un bouseux.